Nous sommes dans la vaste union des républiques socialistes soviétiques entre 1929 et 1953. Dès l'été 1918, Lénine décide que les personnes hostiles à la révolution communiste seront enfermées dans des camps comme ceux qu'il a lui-même connus du temps du tsar. En 1921, 84 camps servent ainsi à reconditionner les ennemis du peuple. Mais c'est en 1929 que Staline décide d'utiliser cette main-d'œuvre gratuite pour accélérer l'industrialisation du pays. Parce que, pour ce qui est du reconditionnement, Staline préfère en effet les procès médiatisés avec peine de mort à la clé, ou la balle dans la nuque, plus efficace. Jusqu'à la mort de Staline en 1953, 476 complexes voient le jour, un millier de camps, désignés par le titre général de Glavnoy Upravlenie Lagerei, Direction générale des camps, contractée en goulag. De fréquentes arrestations entretiennent la population de ces camps. Les criminels de droit commun sont rejoints par des hommes et des femmes qui y sont envoyés pour avoir simplement exprimé des opinions, ramasser du grain dans un champ, ou même pour être arrivés en retard à leur travail. En tout, plus de 30 millions de personnes seront envoyées aux travaux forcés dans des conditions climatiques souvent extrêmes. Elles travaillent dans des mines d'or ou de charbon, construisent des routes, coupent du bois dans des conditions de sécurité rudimentaires, dans des camps tellement isolés que les clôtures sont souvent superflues. Si beaucoup retournent chez eux brisés après avoir purgé leur peine, entre 2 et 25% des prisonniers meurent de faim, de froid ou d'accidents selon les années, dans ces camps dont personne n'ose parler, de peur d'y être soi-même envoyé. On estime qu'entre 1929 et 1953, plus de 2 millions y perdent la vie. À bientôt, pour d'autres belles pages de l'histoire de l'humanité. Sans statistiques précises ou fiables, estimer les victimes des camps soviétiques est une affaire délicate. Comment additionner les différentes périodes, les différents usages des camps, comment différencier les prisonniers de droit commun et les prisonniers politiques? Surtout que dans la période, il y a le grand chamboulement de la Seconde Guerre mondiale et sa cohorte de confusion. Les experts se querellent et les pièces sont discutées en fonction de leur origine. Toute estimation, haute ou basse, est soupçonnée de biais idéologiques. L'estimation minimale à peu près consensuelle parle de 28 millions de personnes déportées dans ces camps de travail pour des périodes plus ou moins longues. Pour ce qui est du nombre des victimes, les documents restent à synthétiser. L'ouverture des archives soviétiques a permis de comptabiliser au minimum 1 million de morts entre 1934 et 1947. Le chiffre que j'ai indiqué est une moyenne globale. Lavrenti Pavlovitch Beria est considéré comme l'âme damnée de Staline. Géorgien comme lui, il a été longtemps le chef des services secrets et à ce titre a contribué à remplir généreusement les camps de travail. Mais étonnamment, très rapidement après la mort de Staline, il va contribuer au démantèlement de ces camps en libérant plus d'1 million de prisonniers et en transférant l'administration du goulag au ministère de la Justice. Ça n'empêchera pas qu'il sera arrêté pour espionnage 3 mois à peine après la mort de Staline et qu'il sera exécuté dans des conditions qui restent discutées. Il ne faut pas confondre goulag et direction administrative des camps de travail soviétiques et kulak, désignation péjorative de paysans propriétaires de terres, de bétail, de matériel ou simplement de leurs outils. Les kulaks seront la cible de l'idéologie communiste, tout particulièrement de Staline qui va opérer une dékulakisation entre 1929 et 1933. Une grande partie de ces kulaks seront envoyés au goulag, ce qui n'est pas fait pour simplifier les choses. Les camps de travail soviétiques servent de décor à des œuvres de fiction, parmi lesquelles la série de bandes dessinées de Guy Mouminou, alias Dimitri, intitulée tout simplement Le Goulag, ou plus récemment Little Tulip de François Bouc et Jérôme Charine. Mais ce qui a fait connaître le système du goulag au reste du monde, ce sont les livres de l'écrivain russe Alexandre Solzhenitsyn, comme Une journée d'Ivan Denisovitch, paru en URSS en 1962, ou L'archipel du goulag, publié à Paris en 1973, et qui décrit dans le détail le système carcéral soviétique. Communiste convaincu, officier décoré pendant la Seconde Guerre mondiale, Alexandre Solzhenitsyn sera condamné à 8 ans de camp de travaux forcés pour avoir critiqué Staline dans une correspondance privée en 1945. Il sort en 1953 et commencera à écrire ses livres dans la clandestinité. Il recevra le prix Nobel de littérature en 1970. C'est tout pour cette fois, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Horror Humanum Est.